Bonjour et bienvenue sur cette présentation. Nous allons voir les différentes lois fondamentales et les définitions qui se rapportent au domaine électrique. Pour commencer, la notion de charge, de conducteur, de courant électrique, de champ électrique, de potentiel et de tension électrique seront abordées. Ensuite, les notions d'énergie, de puissance, d'effet Joule ainsi que la loi d'Ohm. La capacité sera également définie. Puis, les notions de champ magnétique, flux magnétique et de tension induite termineront cette partie. La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière. Par expérience, on constate qu'il existe des charges positives et des charges négatives. Les charges de même signe se repoussent alors que les charges de signe inverse s'attirent. Leur unité est le coulomb et l'expression de la force est exprimée ici. Cette force est proportionnelle au produit des deux charges, donc exprimée en coulomb, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare ces deux charges. Les différentes constantes ici dépendent de la matière ainsi que d'une constante universelle epsilon 0. La force résultante s'exprime en newton. Les charges élémentaires sont l'électron et le proton. La définition du courant électrique se définit simplement par un mouvement de charge à l'intérieur d'un conducteur. En pratique, dans la plupart des cas, il s'agit d'un mouvement d'électrons. Le courant électrique chiffre donc la quantité de charge électrique par unité de temps. Son unité est des coulombs par seconde ou plus simplement des ampères. On définit un conducteur comme l'ensemble des matériaux capables de laisser passer un courant électrique. Les métaux sont des conducteurs électriques, puisqu'ils comportent des électrons libres. On considère un conducteur idéal, un conducteur comme étant sans perte. C'est généralement ce qu'on considère pour la plupart des conducteurs électriques, que ce soit les fils, rallonges ou autres dispositifs destinés à raccorder différents appareils. Bien qu'au fond, n'importe quel conducteur réel présente bien évidemment des pertes. Par opposition, on appelle isolant un élément, un matériel qui va s'opposer au passage du courant électrique. Le champ électrique est une définition relativement abstraite qu'on peut mettre en évidence à l'aide du petit schéma ci-dessous, dans lequel on a pris pour commencer 4 charges supposées fixes et une 5e, ici, supposée comme étant mobile. Si on calcule la force qui s'exerce entre cette première charge Q1 et la charge mobile, on peut établir, avec l'équation précédente, la force F1, qui est donc une grandeur vectorielle. On peut répéter la même opération avec Q2, avec Q3 et avec Q4. Au total, on obtient donc, en faisant une somme vectorielle de ces différentes forces, une force totale. Cette force totale dépend bien évidemment de l'endroit dans lequel on se situe dans l'espace. Si on enlève la petite charge mobile et qu'on s'intéresse uniquement aux forces, on obtient le diagramme illustré ici. On a dessiné seulement les forces proches des différentes charges fixes. On définit de cette façon ce qu'on appelle un champ de force vectoriel. Ce champ de force est donc un ensemble de vecteurs dont l'orientation, l'intensité et le sens va dépendre de l'endroit dans lequel on se situe dans l'espace, et ce champ est défini par les différentes charges Q1, Q2, Q3 et Q4. Ce champ de force est obligatoirement proportionnel à Q. Donc, on peut définir une grandeur indépendante de Q, qu'on appelle par définition le champ électrique, et qui est défini comme étant le rapport du champ de force divisé par la petite charge mobile Q.
Son unité s'exprime en volts par mètre. C'est donc en quelque sorte les propriétés qu'acquiert l'espace une fois qu'on a placé les différentes charges Q1, Q2, Q3 et Q4. La notion de champ vectoriel est une notion relativement lourde à manipuler au point de vue mathématique. Si on devait analyser les différents circuits électriques à l'aide de cette définition, la plupart des circuits ne pourraient pas être analysés. On fait donc une simplification, qui est une opération mathématique, en quelque sorte de façon très imagée, qui ressemble à une forme de moyenne ou de calcul de la norme du vecteur, qui permet de passer du domaine vectoriel vers le domaine scalaire. On passe donc d'un domaine à 3 dimensions, un domaine à une dimension, qui est donc nettement plus facile à utiliser au point de vue mathématique. Cette opération permet donc de définir ce qu'on appelle le potentiel. Le potentiel électrique, qui est donc une grandeur scalaire, s'exprime en volts. Pour illustrer ceci de façon un peu plus complète, si on reprend les 4 charges définies tout à l'heure, les 4 charges fixes, on peut esquisser le champ électrique généré par ces différentes charges, et en faisant l'opération mathématique qui permet de revenir sur une grandeur scalaire, on peut illustrer le potentiel, qui est indiqué ici par une échelle de couleurs, le potentiel qui va de valeur jusqu'à moins 100 volts ici, jusqu'à plus une centaine de volts de l'autre côté. La tension électrique entre deux points est définie comme étant la soustraction du potentiel du point A moins le potentiel du point B. La tension électrique s'exprime en volts. La tension électrique, c'est la grandeur qui caractérise les piles ou, dans le cas du secteur, la différence de potentiel existant entre la phase et le neutre des conducteurs. Une nuance cependant ici. Dans ce cas-là, la tension est alternative, on reviendra sur cette définition par la suite, alors que dans le cas des piles, la tension est continue. L'énergie électrique maintenant. L'énergie électrique est le produit de la puissance électrique par le temps, et lorsque la puissance varie en cours du temps, on doit faire intervenir une notion d'intégrale de façon à avoir la puissance moyenne. L'énergie correspond donc à un travail et s'exprime en joules. En électricité, si on reprend la définition de base de la notion de travail au point de vue mécanique, qui est, si on généralise avec la notion d'intégrale, simplement la force fois la distance, mais adaptée à la notation intégrale, on peut faire intervenir la force, qui elle-même dépend du champ électrique, et on obtient cette relation ici. On a donc, par définition de la tension, l'énergie électrique qui est le produit de la charge par la différence de potentiel entre les points A et B, donc par la tension entre A et B. D'autre part, la puissance est définie par l'énergie divisée par le temps. En remplaçant les deux grandeurs, on a tension fois la charge divisée par le temps, mais charge divisée par le temps correspond au courant. Donc la puissance s'exprime simplement par le produit du courant par la tension. La puissance électrique. Un conducteur va s'échauffer sous l'action du courant électrique. Ceci correspond à une certaine puissance dont l'unité est des watts. Cette puissance est proportionnelle au carré du courant électrique. Et le facteur de proportionnalité est ce qu'on appelle la résistance électrique, dont l'unité est des ohms. En combinant les deux relations précédentes, celle concernant la puissance dissipée dans un conducteur et celle qui permet de faire la définition de la puissance comme étant le produit de la tension et du courant, on obtient, après simplification par I, la tension entre deux points est égale à la résistance entre ces deux points fois le courant qui traverse l'élément résistif. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm.
On vient de voir un élément qu'on appelle la résistance. Un autre élément fondamental en électricité est ce qu'on appelle un condensateur. Il est constitué de façon très schématique par deux plaques conductrices séparées par un isolant. Cet élément présente la propriété de pouvoir accumuler des charges électriques en respectant cette loi. On a une proportionnalité entre la tension et la charge accumulée, et cette grandeur de proportionnalité est ce qu'on appelle par définition la capacité du condensateur. Cette valeur dépend de la géométrie et des matériaux utilisés. Elle s'exprime en farad. Attention, en électricité, le terme de condensateur correspond à l'élément lui-même et la capacité à la valeur de cet élément. Malheureusement, en pratique, et ceci par abus de langage, n'importe quel électricien ou électronicien va confondre sans hésitation les deux termes et les utiliser de façon indifférente. Donc on utilisera à tort le terme de capacité pour désigner l'élément et on désignera à tort le terme de condensateur pour identifier sa valeur. On parlera de condensateur de 10 nanofarad alors que de façon précise, on devrait dire un condensateur dont la capacité vaut 10 nanofarad. Le champ magnétique. Lorsque des conducteurs électriques sont parcourus par un courant, une force d'origine magnétique s'exerce sur ces conducteurs. On peut faire exactement le même développement qu'on a fait pour le champ électrique et ça nous amène à définir le champ magnétique. Et pour un seul conducteur parcouru par un courant I, le champ magnétique s'exprime par l'expression ici. Donc le champ magnétique est proportionnel au courant et inversement proportionnel à la distance. Le champ magnétique s'exprime en Tesla. La manifestation la plus habituelle du champ magnétique est le champ magnétique terrestre qui est mis en évidence par une boussole. Lorsqu'on a deux conducteurs, parcourus les deux par des courants différents, I1 et I2, on peut montrer qu'il existe une certaine force entre ces deux conducteurs, inversement proportionnelle à la distance qui sépare ces deux conducteurs et proportionnelle à la longueur des deux conducteurs considérés. Tout comme pour le champ électrique vectoriel et le potentiel, la grandeur scalaire qui lui est associée, on définit le flux magnétique, une grandeur scalaire, proportionnelle au champ magnétique vectoriel. Cette grandeur est proportionnelle également à une surface S et s'exprime en Weber. Lorsque la surface S est définie par un conducteur et que le flux varie dans le temps, une tension apparaît aux bornes du conducteur. On parle de tension induite. Si le conducteur qui définit la surface est parcouru par un courant I, ce dernier va générer un champ magnétique, donc un flux, donc une tension. On obtient alors une relation proportionnelle entre la tension et les variations du courant par rapport au temps. La constante de proportionnalité est appelée l'inductance. Elle s'exprime en Henry. Si on souhaite augmenter cet effet, on peut réaliser plusieurs boucles, plusieurs spires avec le conducteur. On parle alors de bobine d'inductance.